En 1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye évoluent les mythiques et dangereuses groupes B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les F1 n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Nous en sommes à l'épisode 06 et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner pour bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Après la mort d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto lors du Tour de Corse, après la mort d'Elio De Angelis au Paul Ricard lors de tests privés, le monde de la Formule 1 doit affronter une autre triste nouvelle en arrivant au Canada. Marc Surer est un touche-à-tout du sport auto. Entre le Grand Prix de Belgique et celui du Canada, il s'en va faire un rallye en Allemagne au volant d'une Ford Escort RS 2000. Il est accompagné par son ami Michel Weider. Malheureusement, cette escapade vire au drame lorsque Surer perd le contrôle et s'écrase contre un arbre. Le Suisse est éjecté sur le coup, ce qui témoigne de la violence du choc. Il souffre de plusieurs blessures, notamment de brûlures et de fractures. Mais Marc est chanceux en comparaison avec son ami Michel qui reste dans la voiture qui prend feu. Prisonnier du brasier, le copilote meurt brûlé vif. Marc est transféré en soins intensifs et après 2 semaines dans un état très grave, il parvient à s'en sortir. Mais le sport automobile en tant que pilote, c'est terminé pour lui, après avoir frôlé la mort qui a pris son ami. Dans un monde du sport auto qui se professionnalise et qui cloisonne de plus en plus les catégories, Marc était l'un des derniers touche-à-tout du milieu. Pilotant en Formule 1 où il n'a jamais pu réellement exprimer son talent, puis aussi en endurance ou en rallye. Il fut l'un des meilleurs pilotes suisses du sport auto. Mais cette mauvaise nouvelle n'arrive pas seule. Après Toivonen, Cresto, De Angelis et Weider, c'est l'Autrichien Joe Gartner qui se tue aux 24 heures du Mans dans les Hunaudières au volant de sa Porsche 962C. Définitivement, les années 80 sont aussi belles que dramatiques. Ah, les affaires politiques, ça nous avait manqué. On aurait pu croire, après les 2 premiers Grands Prix de la saison, que 1986 allait être une année plutôt calme. Que nenni! En fait, les États-Unis veulent taxer les primes de course de Détroit en 84 et 85, ce qui ne plaît pas du tout aux pilotes qui commencent à se poser certaines questions. Notamment Nelson Piquet qui parle de boycotter le Grand Prix des États-Unis qui a lieu juste après celui du Canada. En fait, c'est une guerre d'ego entre le kart et la FISA qui interdit aux pilotes non américains de participer à une course de ce championnat américain. On apprécie ces concours de bites, hein. Allez, affaire à suivre. L'ego peut être un problème et c'est clairement le cas chez Williams. Remettons un petit peu le contexte. Nelson Piquet a signé pour Williams en 85 et pensait être le numéro 1 incontesté au vu de ses 2 titres de champion du monde et de ses nombreuses victoires. À côté, Mansell tardait à se révéler et les prévisions de Piquet pouvaient se faire. Sauf que Nigel a remporté 2 des 3 derniers Grands Prix de la saison 85 et cela a changé la balance. Sauf qu'en cette saison 86, il se trouve qu'il y ait quelques injustices. Patrick Head, qui est le directeur technique et véritablement le second de chez Williams, eh bien il est dédié exclusivement à Mansell. Nelson, lui, fait avec le second homme du département technique, Frank Derny. Bon, ça va, il est très bon Frank Derny, mais c'est le second. Dur de comprendre quand on connaît les qualités de metteur au point de Piquet, supérieures à celles de Mansell. Alors, touché dans son orgueil, Nelson ne manque pas de tacler son équipier face à la presse. Ainsi, quelques-unes des phrases les plus connues de la Formule 1 sortent de la bouche de Nelson Piquet. Pour faire simple, il traite son équipier moustachu d'idiot. Voilà qui va compliquer un petit peu les relations. Mais bon, Nigel il s'en fout un petit peu, il est devant au championnat après sa victoire à Spa.
La Rose de Mark Surer étant libre, on se demande qui peut le remplacer. Dans la shortlist, on trouve l'américain Eddie Cheever et le français Alain Ferté. Mais BMW, le motoriste, ne laisse pas le choix à l'équipe de Jackie Oliver et place Christian Danner. L'Allemand pilote chez Osella et Enzo accepte de le laisser partir en échange d'argent. Mais au moment où Christian s'apprête à prendre le volant, les commissaires de piste l'arrêtent. Pourquoi ? Eh bien parce que BMW n'a pas payé. Retour chez Osella pour Danner et Arrows ne pourra compter que sur Thierry Boutsen. Par contre, on accueille malgré tout en revenant avec Derek Warwick qui remplace Elio De Angelis. Driving endurance, the cars are much heavier, much slower under braking, so it's completely different. And then this afternoon in qualifying, it was just, with the power of the BMW, it was just amazing, fantastic. La F1 se dirige vers une puissance bridée à 600 chevaux. Mais comment brider un moteur à 600 chevaux? Est-ce qu'on réduit la taille des cylindrées? Est-ce qu'on met une soupape de décharge sur les turbos? Il y a plein d'options. En tout cas, les avis divergent lors d'une réunion présidée par le directeur technique de la FISA, Gabriele Cadringer, réunion qui regroupe tous les constructeurs. Étant donné que personne n'est d'accord, la décision sera prise par Balestre, Ecclestone et Piccinini. Marco Piccinini, c'est le team principal de chez Ferrari. Pourquoi lui? Eh bien car en 82, Enzo Ferrari s'était porté garant des accords Concorde entre la FISA et la FOCA, alors en pleine crise. Si son avenir s'était assombri en 82, le Grand Prix du Canada et le circuit Gilles Villeneuve sont toujours de la partie. Un circuit rapide et apprécié des pilotes et du public qui répond présent chaque année. Il faut cependant être habile car ce circuit a une bonne vitesse de passage, mais les murs ne sont jamais bien loin. Si Prost n'est peut-être pas le plus rapide avec sa McLaren TAC Porsche, il est donné favori pour le Canada. En effet, le circuit Gilles Villeneuve est très gourmand sur les freins et sur la consommation de carburant. Et vu que Prost est le meilleur gestionnaire du plateau, la pluie perturbe la première journée et Fabi fait peur à tout le monde sur le muret des stands en le percutant. L'Italien est parti en aquaplaning. Alors que Senna prend la pole position provisoire le vendredi après-midi dans des conditions délicates, c'est Mansell qui s'empare du meilleur temps sous le sec le samedi. Le Pauliste est deuxième devant Piquet et Prost. Arnoux est à une remarquable 5e place devant Rosberg et Laffite est 8e. Une nouvelle fois, les Ligiers sont dans le coup. Derek Warwick prouve qu'il n'a rien perdu en étant 10e juste derrière son équipier Patrese. Thierry Boutsen réalise l'une des meilleures qualifications d'Arrows en 86. Les Tyrrell sont loin sur cette grille de départ et entourent Stefan Johansson. 3e en Belgique, le Suédois se doute que ça va être compliqué. Derrière se trouvent les deux Minardi et les deux Osella et Zack Speed entrecroisés. Lors du warm-up, Patrick Tambay sort dans les S suivant la ligne de départ. Un gros choc et le Français doit déclarer forfait. Il est transporté à l'hôpital et y restera 2 jours. Mansell espère enchaîner avec une deuxième victoire et se retrouve une nouvelle fois avec Senna derrière. Senna qui veut conserver la tête du championnat. La première ligne prend un super envol et Mansell parvient à contenir Senna. Derrière, Prost prend la 3e place à Piquet. Le peloton parvient à passer les S sans encombre et fond vers la chicane. Arnoux se défend de Rosberg. Mansell a quelques mètres d'avance alors que Senna doit contenir Prost. En seulement un tour, Nigel compte plus de 2 secondes d'avance. Prost se sent lui aussi rapide et se montre pressant. Rosberg a lui réussi à passer Arnoux et Piquet. À la fin du 4e tour, Rosberg manque d'embarquer Prost dans un blocage de roue. Le Français qui subit une panne d'ordinateur va devoir être très prudent sur sa consommation. Mais d'abord, il doit passer Senna. Alain montre les muscles dans les S et force le Brésilien à lâcher, ce qui profite à Rosberg qui reste à fond et prend la 3e place. 2 places de perdu pour Senna, et ce n'est pas fini car Piquet et Arnoux l'attaquent et passent. Plus tard, Patrese part à la faute et revient juste devant son nouvel équipier Warwick. Alors que les deux McLaren reviennent sur la Minardi de De Cesaris, Rosberg attaque son équipier dans le dernier virage, et il prend la 2e place. Senna fait de même au même endroit face à Arnoux et remonte 5e.
Rosberg est définitivement plus rapide et remonte comme une balle sur Mansell qui avait pourtant un matelas confortable. De toute évidence, les stratégies sont différentes. De plus, Nigel est coincé par la Zach Speed de Palmer et perd du temps. Rosberg attaque Mansell par la gauche et prend la tête de la course à la fin du 17e tour. And on lap 17, Keke Rosberg moves into the lead with Nigel Mansell trying to drive round the outside of the hairpin with him. And Keke Rosberg leads the Canadian Grand Prix. And if it's going to be more than interesting now to see what Alain Prost's tactics are. Because I'm still convinced that Prost knows what he's doing. Les McLaren sont dans leur money time et Prost revient sur Mansell à son tour, mais n'arrivera pas à doubler la Williams. L'ancien champion du monde Williams, leader de la course, remonte sur un autre ancien champion du monde Williams en la personne de Jones. Ce dernier bouchonne la McLaren et Mansell saisit sa chance. Le trio de tête est maintenant regroupé, et alors que Rosberg et Mansell effectuent leur arrêt au stand, Prost continue. Quelques instants plus tard, on découvre la Ferrari de Johansson évacuée. Le Suédois s'est accroché avec Johnny Dumfries. Alain Prost s'arrête quelques tours après ses adversaires et rejoint la piste juste derrière Senna et Piquet qui s'arrêteront peu de temps après. Au jeu des arrêts au stand, Mansell a pris pas mal d'avance sur les deux McLaren et Keke ne peut plus se permettre de monter la pression de son turbo. Les positions sont figées devant. Derrière, Senna retrouve une nouvelle fois Arnoux et va rester bloqué un bon moment. Dans cette deuxième partie de course, on découvre un Piquet volant sur la piste. Le Carioca a chaussé des pneus tendres et est sur une stratégie à 2 arrêts dans le but de remonter sur le podium. Il se défait de Prost qui le suit pour revenir sur Rosberg. Le Brésilien de chez Williams prend la deuxième position au 54e tour. Il doit continuer d'attaquer. Rosberg est plus lent dans cette deuxième partie de course et Prost retrouve le top 3. Au 60e tour, Piquet s'arrête de nouveau au stand pour reprendre des tendres. Il ressort 4e non loin de Rosberg et ne tarde pas à lui reprendre la 3e place. C'était une stratégie osée de la part de Williams et Piquet qui, après une première partie de course plutôt décevante, plutôt compliquée, retrouve le podium. Mais s'il y en a un qui n'a pas tremblé, c'est Nigel Mansell qui a magnifiquement géré sa course et s'impose une deuxième fois consécutivement cette saison, la 4e victoire de sa carrière. Malgré une panne de calculateur, le professeur ramène les points de la 2e place. Piquet et Rosberg le suivent. Senna est 5e et Arnoux offre le point de la 6e place à Ligier. The thing is, I've got a fantastic pit crew. Look at the effort for the pit stop that they did, and the speed that Keke was going. I think after about a third distance, I couldn't keep that pace, so I just had to sit there and be patient for about 5 or 6 laps until we were on the correct side again, and then we were able to push, and it was good. On redoutait une épidémie de panne sèche, mais finalement les pilotes ont été très intelligents et très soigneux. Après sa victoire, Mansell revient à égalité de points sur Senna et sont tous deux à la 2e place. Prost reprend la tête du classement avec une nouvelle gestion de course irréprochable. On commence à véritablement sentir une dynamique se former, même si au sein de celle-ci, il est difficile de désigner un favori. Chez les constructeurs, Williams reprend les devants sur McLaren et Lotus est esselé à la 3e place. Mais celui qui surprend un petit peu tout le monde, c'est Nigel Mansell. En effet, on disait de lui que c'était un pilote brouillon, un pilote rapide, mais qui avait du mal à gérer sa course. Et là, il est en train de prouver tout le contraire, jouant sa carte à la perfection dans une Williams qui semble lui convenir. Vierge de succès un an auparavant, Nigel fait désormais office de candidat au titre. René, 6e du Grand Prix du Canada, part avec un hydravion à 350 km de Montréal pour pêcher. Il est accompagné de 2 amis. Et alors qu'ils survolent Mont-Tremblant, ils sont pris dans une tempête qui fait piquer l'avion. Dans ces cas-là, il faut très vite réagir, et bien réagir, ce que parvient à faire René qui redresse l'appareil à 150 mètres du sol. Le Grenoblois et ses 2 amis ont eu très peur pour leur vie. A raison. Bref, c'est sur ce drame évité de peu que la F1 se dirige à Détroit pour le Grand Prix des États-Unis. En tout cas, il y a une équipe qui fait plaisir à voir, et c'est justement celle de René Arnoux et Jacques Laffite. Ligier, 2 pilotes qui commencent à avoir de l'âge. Laffite est d'ailleurs le doyen du plateau, mais une équipe et des pilotes qui continuent d'impressionner avec de très belles entrées dans les points. Et à Détroit, cette équipe va jouer la gagne. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.
Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode 06 vous a plu. Vous savez ce que je vais vous dire avec les 5 gestes importants, faites-le. Si ça vous a plu, montrez-le, c'est gratuit, c'est rapide. Je vous invite aussi à aller voir le travail d'Eth l'Oméga, tous les liens en description, allez le soutenir. Vous trouverez également en description le lien de mes réseaux sociaux, de la chaîne Twitch et de la chaîne secondaire La Piste. Quant à 1986, les 4 Fantastiques, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 07.